Bonjour Jean-Marie Braun. Bonjour. Bonjour, merci d'être là pour une des auditions qu'on est en train d'organiser et qu'on réalise ici à l'Assemblée nationale dans le cadre de la campagne pour la sortie du nucléaire et le passage au 100% renouvelable. Donc, tu es directeur de recherche au CNRS en physique nucléaire et tu as Des particules, voilà. Et tu as coordonné les travaux du livret 100% énergie renouvelable dans le cadre de la campagne de la France Insoumise en 2017. Donc voilà, aujourd'hui, au fond, c'est l'occasion de discuter de la politique énergétique de la France et je pense qu'on peut commencer par aborder son caractère un peu exceptionnel, particulier. On dit souvent que la France est le pays le plus nucléarisé du monde. Alors à quoi en fait ce fait d'exceptionnalité est-il selon toi lié ? Alors le plus nucléarisé du monde, oui, bon, simplement ça tout le monde le sait. Mais il y a autre chose qui est très important, je crois, en France, c'est que dans l'ensemble des pays du monde qui ont du nucléaire, parce qu'il y en a quand même d'autres, le nucléaire est considéré comme une énergie. On peut fermer une centrale parce qu'elle n'est pas rentable, on peut la fermer parce qu'elle est en mauvais état, on peut en ouvrir. Et il n'y a qu'en France où le nucléaire n'est pas une énergie, c'est un dogme. Et ce dogme, il faut le faire remonter très loin. La France a une vieille aventure avec le nucléaire. Je ne vous parlerai pas de 1896 avec Becquerel qui découvre les rayons uraniques, Pierre et Marie Curie, Joliot-Curie qui découvre ce qu'on appelle la fission nucléaire. Et puis surtout, un des premiers gestes du général de Gaulle quand il est arrivé au pouvoir, gouvernement provisoire de la France, 31 octobre 1945, le général de Gaulle fonde le CEA. Parce qu'il avait compris qu'un pays ne serait grand dorénavant que s'il pouvait mettre le mot atomique sur lui. Et donc on fonde le CEA, qui est un organisme très gentil, puisqu'il doit s'occuper de sciences, il doit s'occuper de recherche, et à la fin, il doit s'occuper aussi de défense nationale. Et ensuite, tout est parti de là, je crois. On a défini un système nucléaire propre et français qui ne devait pas dépendre de l'étranger. 1948, la première pile atomique française existe et elle s'appelle Zoé. Zoé pour zéro énergie oxyde d'uranium. Donc c'est bien la preuve qu'elle n'était pas faite pour faire de l'énergie. Et puis la bombe atomique, on fait la bombe atomique, c'est très bien, mais pour la faire, il fallait quand même des conditions techniques, qui veut dire construire des piles atomiques parce qu'elles produisent du plutonium, mettre au point un système pour récupérer ce plutonium, c'est le retraitement, mettre au point un système pour enrichir l'uranium qui était dans le sous-sol français, on met en place la technique d'enrichissement. Bref, petit à petit, on met en place une problématique industrielle propre à la France, qui ne dépend de personne d'autre. Et puis très vite... Parce que l'uranium qu'on utilise est en France. Est en France. Nous avons des mines d'uranium en France. Donc on a une problématique propre à la France. Et puis très vite, on s'aperçoit de à quoi ça peut servir. 1954, on fonde la commission Péon, production d'électricité d'origine nucléaire. On est en 1954. Et dans cette commission, il y a des représentants du gouvernement, de la grande sidérurgie française, de l'énergie. Il n'y a personne, il n'y a aucun député, il n'y a aucun représentant du peuple, ce n'est pas intéressant. 1959, Framatome se crée en achetant le brevet des centrales qu'on a aujourd'hui en France aux États-Unis. Donc ce brevet devient français. Et puis tout ça, ça se met en branle pour qu'en 1973, au moment où la crise du pétrole pointe son nez, le fameux plan Messmer arrive, mis en place évidemment depuis presque une dizaine d'années. Plan Messmer qui tient compte de plusieurs choses. On n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, ou presque plus de gaz, on n'a pas beaucoup de charbon, puis il n'est pas de bonne qualité, mais on a de l'uranium. On a toute la technologie propre à la France pour construire les centrales, enrichir l'uranium, retraiter l'uranium. C'est français. Toute la chaîne de production. Toute la chaîne, le système nucléaire français est propre. On ne dépend pas de l'étranger. On sait que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale,
la consommation d'électricité double à peu près tous les 10 ans. C'est génial. Et donc, on fait un plan Mesmer qui, avalisé par Giscard d'Estaing en 1974, dit « Nous devons aller vers une économie tout électrique. Deuxièmement, nous devons aller vers le tout nucléaire. » Et ça a été un chantier absolument gigantesque qu'on ne peut plus remettre en question aujourd'hui, qu'on ne veut pas remettre en question aujourd'hui, exactement comme Notre-Dame-des-Landes, qui est datée de 73 aussi, et 40 ans après, on s'aperçoit que ça ne sert à rien. Mais combien de personnes ont continué à le pousser? Et donc on est arrivé à un système aujourd'hui où on ne peut pas remettre le nucléaire en question, on n'a pas le droit, et quand on demande à quelque ministre que ce soit, il vous répondra toujours, comme les gens d'Areva, comme les gens d'EDF, il nous faut aller vers un mix énergétique, bien sûr, parce que l'environnement, le climat, mais on ne peut pas sortir du nucléaire. Point à la ligne, on ne discute plus. On ne peut pas, c'est tout. Donc la discussion est impossible. Et après, la beauté de la chose, c'est que le nucléaire, depuis une trentaine d'années, c'est complètement bordé par la loi. C'est-à-dire qu'il y a des lois parfaitement spécifiques à l'économie du nucléaire, à la protection des travailleurs, à tout ce qu'on peut imaginer, qui ne sont pas les mêmes lois que pour les autres sources d'énergie. Je prendrai un seul exemple, un tout petit exemple. La médecine du travail, tout le monde sait ce que c'est. Il y a évidemment dans les centrales nucléaires des médecins du travail qui ne dépendent pas du ministère de la Santé. Ils dépendent de l'autorité de sûreté nucléaire. C'est chasse gardée pour tout le monde. C'est un monde à part. En fait. C'est un monde complètement à part, légalement comme juridiquement. Il est bordé, il est casé, on ne peut pratiquement rien y faire. Et naturellement, comme c'est un pouvoir de l'État de faire l'énergie, ça n'est jamais passé par le Parlement. Tous les décrets, toutes les autorisations de centrales, toutes les lois qui ont été faites, ce sont des arrêtés ou des décrets. Le dernier en date, enfin un des derniers en date, ayant été pris par M. Sarkozy juste avant son départ de la présidence, discrètement, qui a fait qu'il est encore plus difficile qu'avant d'arrêter une centrale nucléaire et de la démanteler. Okay. D'où le fait que tu dises que l'exception de la France, c'est justement que ce n'est pas considéré comme une énergie, mais comme un dogme. Exactement. Au départ. Et est-ce que, Jean-Marie Brome, tu pourrais revenir aussi sur... bon, tu as dit, les ministres, les uns après les autres, disent qu'il faut aller vers un mix énergétique. On sait que Nicolas Hulot, assez récemment, il y a quelques mois, a dit que finalement, il ne pourrait pas tenir les engagements de la France pris en 2015, qui disait qu'à partir de 2025, on devait baisser la part du nucléaire pour arriver à 50%, en utilisant notamment l'argument que, en fait, si on voulait empêcher le réchauffement climatique, il fallait continuer avec le nucléaire pour éviter qu'on ouvre des centrales à charbon. Enfin, c'est l'argument qu'ils ont utilisé. Est-ce que tu peux nous dire comment tu réagis à ça et qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense simplement que M. Nicolas Hulot a appris ce que c'était qu'être ministre. C'est-à-dire qu'on se couche devant des intérêts supérieurs qui ne sont pas les siens. Je ne peux pas oublier que c'est, même si c'est très personnel, en 2011, c'est à moi qu'il est venu dire à Strasbourg qu'il était désormais devenu anti-nucléaire après Fukushima et qu'il fallait fermer Fessenheim. Donc je le prends personnellement, c'est comme une insulte presque ce qu'il a fait. Et puis après, si on veut creuser un peu, Nicolas Hulot dit que c'est très difficile d'exécuter la loi de 2015, qui est pourtant une loi. Il met en cause des lois. En tant que ministre, c'est pas mal. Parce qu'on n'y arrivera peut-être pas. Il aurait pu dire, on va essayer, mais il n'y a pas de garantie qu'on arrive à 50% en 2025, peut-être qu'on sera à 63%, au moins on y va. Il aurait également pu dire, puisque François Hollande n'a rien fait entre 2015 et 2017 pour commencer à appliquer sa loi au niveau du nucléaire, il prévoyait 10 ans pour faire 50% de nucléaire, on repousse à 2027. Ça peut être logique quand on fait de la politique. Non, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, comme ça va être difficile, on ne fait rien. On arrête tout, et puis on va voir dans quelques années qu'est-ce qu'on peut faire. Mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que gouverner, c'est encore prévoir aujourd'hui ? Est-ce que gouverner, c'est prendre encore les intérêts du peuple ou les intérêts du pays en main ? Ou c'est simplement reculer devant
quelque lobby que ce soit. Et dans le cas présent, pour le nucléaire, il faut savoir que le lobby, c'est l'État lui-même. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça en fait, en fait ce qui est insupportable dans la décision qu'a pris Nicolas Hulot, c'est pas tellement de dire qu'on ne peut pas arriver aux 50%, même si nous à la France Insoumise on pense qu'on peut le faire, mais c'est qu'ils disent on abandonne cet objectif-là parce qu'on ne va pas y arriver, sans donner aucun plan de route pour dire qu'est-ce qu'il va faire pour commencer à sortir, ou en tout cas à baisser la part de cette énergie dans notre pays aujourd'hui. La seule chose qu'a dit Nicolas Hulot, c'est on va attendre la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie, prévue pour fin 2018, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et dans les réunions préparatoires à cette PPE, eh bien, jusqu'à présent, il n'y a que RTE, donc EDF en fait, qui s'est exprimé et qui explique simplement qu'on ne peut pas sortir du nucléaire. Donc il y a aussi une influence des experts qui sont très liés aux entreprises nucléaires. Je vous dis, c'est l'État. Il n'y a pas d'entreprise nucléaire. EDF, l'État en est actionnaire à 85%. Areva, Orano aujourd'hui, dépend du holding financier du CEA. Le CEA appartient à l'État, c'est une agence d'État. L'ANDRA pour les déchets, c'est une agence d'État. L'autorité de sûreté nucléaire est une agence d'État. L'IRSN, qui est le bras armé scientifique de l'ASN, est une agence d'État. C'est l'État, le nucléaire. Donc si la politique d'État reste de maintenir le nucléaire comme c'est le cas actuellement, les rapports vont correspondre en fait. C'est ça. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Je ne vous fais pas la chanson du dernier rapport de l'ASN sur les fameuses cuves et calottes de l'EPR. J'ai lu ce rapport évidemment, parce que je suis un peu scientifique quand même. Mis à part tout le fatras scientifique qui démontre qu'on sait de quoi on parle, etc., le plus intéressant dans ce rapport, c'est de voir l'introduction et la conclusion. L'introduction, l'ASN écrit noir sur blanc, EDF ne compte pas changer le fond du réacteur EPR, parce que c'est trop difficile, que ça mettrait en cause l'image du nucléaire. Par contre, EDF pense pouvoir changer le couvercle de l'EPR dans les 7 ans à venir. La conclusion du rapport, finalement, le fond, il n'est pas si mauvais que ça, on peut vivre avec, mais alors le couvercle, il faudra le changer avant 7 ans. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, c'est génial. Ça, c'est un rapport scientifique, mais je ne pourrais pas publier un truc comme ça, moi. Je me ferais jeter par les comités de lecture. Et donc, il n'y a pas de recherche indépendante structurée autour du nucléaire? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, qui s'amuserait, dans un pays comme le nôtre, de faire de la recherche indépendante sur le nucléaire, qui n'est pas une recherche? C'est que de la technologie. Et la technologie de nos centrales nucléaires, n'oubliez pas qu'elles proviennent d'un brevet de 1959. Alors qu'on ne me parle pas de cathédrale de sciences quand on parle de centrales nucléaires. Et Jean-Marie, tu dis souvent quand on parle du nucléaire que le bon angle pour aborder cette question-là, c'est de dire que le nucléaire, c'est une énergie du passé et qui bloque du coup notre avenir en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu dis ça exactement? Parce que je crois qu'il faut être objectif. On peut comprendre les raisons qui ont fait le fameux plan Mesmer. Il y avait l'uranium, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'on les approuve. Le nucléaire nous a permis de nous dégager des énergies fossiles de l'époque qu'on devait importer. À l'époque, on n'importait pas encore d'uranium, il faut le savoir. Et donc, on a peut-être une quarantaine d'années de confort électrique grâce au nucléaire. Laissons-lui cela. Mais aujourd'hui, toutes les raisons qui ont fait que nous avions du nucléaire, il n'y a plus d'uranium en France, il est totalement importé. Notre industrie nucléaire a fait la preuve de son inefficacité, avec les calottes de l'EPR et les centrales ratées partout. On a aussi démontré, l'histoire a démontré que commercialement parlant, on ne s'en sortait pas. Aujourd'hui, Areva, qui prétend être le champion du nucléaire français, enfin maintenant c'est EDF, a en tout et pour tout 4 centrales en commande par l'étranger.
On n'en a jamais vendu à l'étranger, des centrales. Sauf pour des motifs politiques, quand les présidents s'y mettent. Donc, toutes ces raisons n'existent plus aujourd'hui. Et puis, je ne parle même pas des déchets. On se retrouve devant des choses techniquement insolubles. Et aujourd'hui, plus personne ne conteste le fait que le nucléaire est une des énergies les plus chères qu'on a. Quel intérêt avons-nous à continuer? Il n'y a pas de raison. Tu peux nous rappeler les chiffres dont tu parlais précédemment sur le prix, par exemple, de... Vous allez voir sur le site de l'ADEME, que ce n'est pas une agence révolutionnaire, l'ADEME. Hein. L'ADEME a fait le compte du prix du kilowattheure des différentes énergies en France. L'EPR, c'est quasiment le record. L'EPR, c'est le plus cher. C'est de 120 €. Aujourd'hui, le photovoltaïque, évidemment, il n'est pas gratuit. Personne n'a dit qu'il devait être gratuit. L'éolien aussi. On est dans la zone des à peu près 2 fois moins cher que l'EPR pour les énergies renouvelables. Donc en fait, les énergies renouvelables coûtent moins cher pour le contribuable et pour le consommateur. Aujourd'hui, l'énergie renouvelable, de tous les points de vue, et n'oublions pas que le combustible est gratuit. On ne paye pas encore l'air ou le soleil, ça peut peut-être venir, mais on ne le paye pas encore. L'énergie renouvelable, elle est gratuite, le combustible est gratuit, elle est désormais moins chère que pratiquement toute autre forme d'énergie, et elle ne produit pas non plus de gaz à effet de serre. Donc elle n'a que des avantages. Le nucléaire, il faut savoir que c'est cher, c'est dangereux. Tchernobyl et Fukushima sont là pour le montrer. Et même si on dit que Tchernobyl, c'était les vilains soviétiques qui ne savaient pas faire leur centrale, pour le Japon, c'est plus difficile parce qu'ils savent de quoi ils parlent en général techniquement, donc c'est un peu plus difficile à justifier. Donc c'est dangereux, c'est clair. On n'a pas d'uranium en France, mais ça c'est un défaut. Il suffit d'avoir une bonne politique centrafricaine et puis on s'en sort. Quelle justification trouve-t-on encore au nucléaire? La seule justification, il n'avait pas été fait pour ça, c'est qu'il ne produit pas de gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas le seul. Il y a d'autres sources d'énergie qui ne produisent pas non plus de gaz à effet de serre. Et si on continue à investir dans le nucléaire, le risque c'est de ne pas investir dans les énergies renouvelables aussi. On bloque tout. D'ailleurs, il ne faut pas se leurrer. Les énergies renouvelables, l'investissement, il n'est pas énorme. La technologie, on la connaît. La technologie, elle est relativement simple. Si vous savez faire un gros ventilateur, vous savez faire une turbine pour des éoliennes. C'est pas si compliqué, que ça. Alors oui, il y a de la recherche. Des entreprises, parce que c'est pas l'État qui s'amuse avec ça. Des entreprises qui font, on l'avait vu avec Jean-Luc au moment présidentiel, qui font des verres qui sont sensibles à la lumière, photovoltaïque. Et qu'est-ce qui se passe en général? EDF rachète les brevets, puis les met sous le boisseau pour qu'ils ne servent plus. Parce que nous avons le nucléaire, on n'a pas besoin de tous ces trucs-là. Et donc aujourd'hui, on estime, c'est très difficile parce que c'est des chiffres qui ne sont pas confidentiels, mais qui sont difficiles à sortir, que l'État français, donc nos impôts, dépensent bon an, mal an, 1 milliard d'euros par an pour la recherche sur l'énergie nucléaire. C'est 1 milliard d'euros par an qui ne va pas dans la recherche technologique sur les énergies renouvelables. C'est un problème politique. On a une idée du budget accordé par l'État aux renouvelables? Aucune idée. D'accord. Je ne sais pas. Il y avait déjà il y a très longtemps de cela, une vingtaine d'années, la commission financière du Sénat avait fait une étude sur le nucléaire à l'époque et l'énergie en France. Une des conclusions était « les comptes d'EDF ne sont pas sincères », c'est déjà pas mal, et il donnait à l'époque comme chiffre de 500 millions de francs de l'époque la recherche en énergie nucléaire, et il y avait un point d'interrogation sur la colonne « budget de l'État pour la recherche en énergie alternative ». On ne le savait pas, on ne le sait toujours pas. Par contre, ce qui est exact, c'est que quand on parle de la recherche française, où l'État consacre à peu près 2,3%, ou je ne sais plus très bien combien, du PIB à la recherche, le nucléaire est dedans. C'est tout. Et alors tu nous as apporté un petit schéma là,
qui comme ça, a priori, peut sembler assez complexe, mais on en parlait avant, tu me disais que ça pouvait permettre de comprendre un peu plus l'état de la situation énergétique en France, et je pense que c'est intéressant pour tout le monde pour poser le débat, si peut-être tu veux en dire un mot. Alors, ça a l'air compliqué comme ça, c'est le bilan énergétique de la France, qui est publié chaque année par le ministère de l'Environnement, etc., etc. J'ai la version 2015, qui est la dernière version sortie, ça sort toujours un an après, et on peut y voir des flèches qui vont de la gauche vers la droite, chaque flèche correspondant à une source énergétique. Vous voyez charbon, vous voyez pétrole, vous voyez gaz, vous ne voyez pas uranium, vous voyez production nucléaire. C'est déjà pas mal. Et vous voyez énergie renouvelable. Et là, ça vous donne, sur cette colonne de gauche, les flèches. Vous avez au-dessus, vous voyez P plus DS, ça veut dire production nationale plus déstockage. Et vous voyez le I, c'est importation. Vous voyez tout de suite que, par exemple pour le pétrole, on a importé 77 millions de tonnes d'équivalent pétrole, c'est comme ça qu'on compte, de l'étranger, et qu'on a produit sur notre sol 1,2 million de tonnes d'équivalent pétrole. Et sur le nucléaire, vous ne voyez rien. Mais d'où vient le... c'est de l'uranium qui vient que de l'étranger. Alors on ne le met pas. Puisque la loi, comme je vous ai dit, est bien faite, et dit, dans les énergies qu'on appelle primaires, donc les premières sources d'énergie, on doit compter le pétrole, le gaz, le charbon et la production nucléaire, mais pas la source d'énergie. L'uranium n'est pas comptabilisé par les... Non, on compte la production nucléaire. Pourquoi ? Parce que c'est de l'énergie qui est utilisée en France. Qu'il vienne de l'étranger ou pas, on s'en fiche, il est utilisé en France. Exactement comme si on disait, pour le pétrole, si c'est de l'essence raffinée en France, on va l'appeler français. Pour le pétrole, ça ne marche pas, pour le nucléaire, ça marche très bien. Oui, c'est ça, c'est comme si on mettait production pétrolière pour le pétrole. Voilà. Tout ce qui est raffiné en France, c'est plus d'importer. Ben voilà. Et donc vous voyez donc dans ces flèches à gauche, c'est la production. Alors, il faut savoir que quand on dit production nucléaire, par exemple, le nucléaire ne fait pas d'électricité. Le nucléaire fait de la chaleur. Le pétrole aussi, il fait de la chaleur qui va être transformée en vapeur, qui va être transformée en électricité, avec un rendement de l'ordre de 30%. C'est-à-dire qu'une centrale nucléaire standard de 900 MW électriques, par exemple, en fait, c'est une machine à vapeur de 9 x 3, 2800 MW thermiques. Et ce qui reste, qui ne sert pas à faire du courant, eh ben, ça chauffe l'atmosphère, c'est tout. C'est pour ça que vous avez des grosses tours de refroidissement où vous chauffez l'atmosphère. Donc, ça ne produit pas de gaz à effet de serre, mais qu'est-ce que ça chauffe la serre, ce genre de truc, c'est incroyable. Bon. Toujours est-il que... Et puis, j'ai rajouté en colonne de gauche, vous voyez donc que nous dépendons pour notre énergie de départ pour 40% du nucléaire. Vous voyez, 43,7%. Alors maintenant, on passe à la colonne de droite, où vous voyez, c'est la consommation finale. C'est ce qui vous arrive chez vous, c'est ce que notre industrie consomme pour le transport, pour tout ce que vous voulez, l'agriculture aussi. Et vous voyez que le charbon, c'est à peu près 3% de notre énergie non électrique finale, donc c'est en gros quand on chauffe au charbon. Le pétrole, c'est 45%. L'électricité, c'est 23%. Donc, nous consommons comme énergie 23% d'électricité. Et les renouvelables, c'est 9,6%. Je suis clair ? C'est bien. Et puis après, vous voyez que de ces flèches, il y a une flèche qui monte. Hein, dans le rouge, vous voyez. Et au-dessus, c'est écrit « perte et rendement de conversion, usage interne ». Donc c'est ce qui va servir à faire de l'énergie, mais qui ne sera pas utilisé comme énergie. Et vous voyez que la flèche bleue, qui est le nucléaire, c'est prodigieusement énorme, ce qui vient vers le haut. Pourquoi ? Eh bien parce que de ce qu'on fait avec l'uranium, eh bien, il y a une partie monstrueuse qui est balancée de l'atmosphère sous forme de chaleur. Voilà. Donc en fait,
Si je prends ça simplement d'un point de vue énergétique et efficacité, le nucléaire, c'est ce qu'il y a de pire. Une éolienne, il n'y a pas toujours du vent. Mais quand il y a du vent, une éolienne, c'est un rendement de 90%. Le nucléaire, le charbon, le gaz, le pétrole, quand on chauffe de la flotte pour faire de l'électricité, c'est 32 ou 33% d'efficacité. Alors si après on parle d'économiser l'énergie, et vous voyez donc, ce que j'ai mis en plus en bas, vous voyez en bas, j'ai 100% de l'énergie produite, ça c'est là, les 260,5 mégatonnes, eh bien nous consommons effectivement 62% de cette énergie, nous en balançons 36%, et nous en exportons 2%. Voilà. Et là, vous avez tout le bilan du système énergétique français année par année. Et donc, par exemple, quand on dit que le nucléaire est pour 75% de la production électrique, c'est 75% de 23%. Exactement. Donc, le nucléaire français, c'est en gros 18% de notre énergie. Et c'est pas du tout ce chiffre-là qui est mis en avant. Ah ben non, sinon ce serait ridicule. Et quand on a ça en tête, on se dit peut-être que ce serait pas non plus une tâche aussi immense que ça de sortir du nucléaire. Bien sûr, bien sûr. Pour reprendre M. Hulot, notre gentil ministre nous dit qu'on ne peut pas fermer le nucléaire sans fermer les centrales au charbon. Monsieur Hulot, faites le calcul, les centrales au charbon, c'est 1,5% de l'électricité française. Autrement dit, c'est 0,009% de l'énergie consommée par les Français. On ne peut pas se passer de 1,5% comme ça. Si on ferme la clé, on ferme le robinet, puis c'est terminé. Mais, naturellement, n'oublions pas que quand M. Hulot a sorti ces, je vais être poli, ces suppositions qu'on ne pourrait pas sortir du nucléaire sans sortir du charbon, etc., etc., un mois avant, EDF avait sorti son plan charbon 2035. Alors, est-ce qu'il y a conjonction des deux? Je ne me permettrai pas de faire du complotisme, mais enfin, quand même, c'est un peu gros, quoi. Alors, un dernier chiffre. En France, vous le voyez sur le diagramme, l'électricité représente 23% de notre énergie, et le nucléaire, en gros, quelque chose comme 17%. Dans le monde entier, l'électricité, c'est environ 18% de l'énergie mondiale, et le nucléaire, c'est 1,8% à peu près. Ouais, on va être gentil, les bonnes années, ça va jusqu'à 9%. Quand ça marche. Hein. Au niveau mondial. Ouais. Donc la France consomme un peu plus d'électricité que la moyenne du monde, mais beaucoup plus de nucléaire. Et c'est en cela que nous sommes le pays le plus nucléarisé du monde. Et pour des raisons uniquement politiques. Et dogmatiques, du coup. Et complètement dogmatique. Et quand je vous disais que la loi accepte ce genre de choses, ben vous voyez bien que dans ce diagramme, on ne parle pas d'uranium. On parle directement des nucléaires, de production nucléaire. Et puis, quand vous voyez les chiffres parfaitement officiels, qui vous disent, grâce au nucléaire, parce qu'on exporte de l'électricité, notre taux d'indépendance énergétique est de 55%. Les chiffres sont clairs, parce qu'on prend électricité. Mais si on disait, notre taux d'indépendance énergétique ne doit pas être lié aux sources d'énergie, et donc le nucléaire est une source française, mais à l'origine de cette énergie, et donc qu'on importe l'uranium, notre taux d'indépendance énergétique, il tombe à un peu moins de 10%. C'est-à-dire que nous sommes redevables à l'étranger pour à peu près 90% de notre énergie. Et justement, le marché de l'uranium, etc., tu parlais de politique centrafricaine, etc., il est quand même lié à ce qu'on appelle un peu la politique africaine d'Areva, donc maintenant c'est Orano, mais c'est en termes de fixation des prix, etc. Encore une fois, on a cette beauté que le marché de l'uranium existe dans le monde, hein, et l'uranium est de moins en moins cher,
puisque le monde, en gros, sort, on peut trouver que c'est trop doucement ou pas assez, sort du nucléaire, doucement, disons. Donc il y a un marché de l'énergie, mais pas pour l'uranium français. L'uranium français, c'est M. Areva, enfin Mme Areva à l'époque, enfin Urano, on va dire, qui achète les terrains au Mali et qui fixe les prix. Tellement plus simple. Donc il y a un pouvoir de coercition par rapport au gouvernement de ces pays-là. C'est-à-dire Areva a les moyens de fixer les prix. Bah, bien sûr. Et vous croyez que la politique France-Afrique de mise en place déjà à l'époque du général de Gaulle, c'est fait pour rien? C'est pour aider l'Afrique? Non, mais ça se saurait. Bah, vous avez un autre petit exemple. Monsieur François Hollande a envoyé des troupes françaises au Niger pour aider. Ces troupes françaises ne se sont pas précipitées à la rencontre des vilains islamistes. Elles ont d'abord sécurisé la frontière avec le Mali. Pourquoi? Ben, c'est au Mali qu'on a notre uranium. Et François Hollande l'a dit, nous devons protéger nos intérêts au Mali. Il l'a dit. Alors, quand on avoue à ce point-là que la politique française en Afrique n'est que pour défendre nos propres intérêts, bah écoutez, ça va. Hein. Et l'uranium s'en est un là-dedans. Énorme. Énorme. Et quand on voit les dégâts que ça peut causer à la population, à la nature, à l'environnement malien, les mines d'uranium, c'est effroyable. Mais comme c'est pas chez nous, on s'en fiche. Jean-Marie, toi, tu fais quand même partie des rares physiciens et des rares scientifiques qui prennent quand même position sur ce sujet. On sait, quand on voit chez les militants, des militants de Greenpeace qui ont été perquisitionnés à leur domicile, on voit les militants qui s'opposent au projet CIGEO à Bure, donc d'enfouissement des déchets nucléaires sous terre, qui sont filmés chez eux, qui subissent une répression quand même assez forte. Donc tu disais c'est un dogme, donc il y a cette pression autour de cette question et ce secret extrêmement fort. Est-ce que tu peux nous dire, continuer un peu sur le côté antidémocratique qu'a le nucléaire et aussi du coup de la nécessité d'avoir bien sûr l'appui technique de scientifiques parce que je pense que c'est primordial dans cette question, mais aussi de l'aborder de manière politique et vraiment politique. Comme dit, le nucléaire, c'est quelque chose de politique. C'est l'énergie en général qui est politique. Et je ne vais pas m'amuser à prendre des exemples compliqués. J'ai regardé, par exemple, tous les traités européens depuis le début de l'Europe, 1961, à part l'Euratom qui est spécifique au nucléaire. Dans aucun traité européen ne figure le mot énergie. Ça reste un pouvoir régalien des États. Et quand j'ai pris toutes les lois sur la régionalisation, depuis François Mitterrand, en passant par Chirac, etc., toutes les lois qui donnent des compétences aux régions, que ce soit sur l'éducation, la santé, les transports, mais jamais sur l'énergie. L'énergie reste, et c'est probablement très bien, un pouvoir d'un État. Parce que c'est par l'énergie, je pense que c'est par l'énergie qu'on dirige un pays, qu'on contraint un pays ou qu'on l'aide à avancer. Après tout, même si on prend la croissance comme étant l'élément principal, bah la croissance, ça veut dire de l'énergie. C'est clair. Quelle que soit la façon dont on compte la croissance en question, même si on ne la compte pas par le PIB. Notre confort, c'est de consommer plus, ou peut-être mieux, de l'énergie. C'est vrai. Et donc, l'État étant garant de ce système, cela veut aussi dire que toute décision relevant de l'énergie sera une décision politique. Et en particulier sur le nucléaire. Parce que le nucléaire s'est emparé de l'État depuis 1945 à peu près. Ça reste politique et je ne peux pas dire que c'est pas bien. Et puis c'est pas d'hier. Pour les plus anciens d'entre nous, on se souvient que dans les années 60, on déménageait manu militari des villages entiers dans les Alpes pour mettre des barrages contre la population, parce que c'était pour le bien de l'État. Aujourd'hui, le problème, c'est que le nucléaire, même si on accepte qu'il se justifiait en 1973 pour le bien de l'État, aujourd'hui, ça devient une contrainte sur l'État. Une contrainte financière. Contrainte financière, contrainte morale, contrainte politique. Vous avez quand même
19 endroits en France, des 19 centrales nucléaires, qui ne relèvent pas du peuple, qui ne relèvent pas de la loi générale, qui sont interdits, et qui, en cas d'accident, ce que personne ne souhaite, deviendront des parties du territoire qui ne seront plus accessibles aux Français. C'est pas politique, ça? Et donc, d'une certaine façon, le nucléaire relève d'une conception un peu autoritaire, technocratique de l'énergie. C'est-à-dire que tu dis, ça passe pas par le Parlement, etc. Et comment on pourrait imaginer, puisque la gestion de l'énergie, comme tu dis, est politique, un modèle démocratique de gouvernement de l'énergie? Alors, un modèle démocratique, tout au moins pour moi, hein, ça serait un modèle où l'État définit une stratégie énergétique, par exemple, sortir du nucléaire, c'est une stratégie, ou bien stopper l'importation de pétrole, supposons que ce soit possible. Mais l'exécution de ces stratégies relève des régions, des collectivités et de la puissance publique. Ne doit pas dépendre à ce moment-là des acteurs économiques. Ça reste une décision politique. Mais l'État doit demeurer le garant de l'énergie française. Et le garant de où est-ce qu'on va. L'État a abandonné cela, peut-être à lui-même, en disant depuis 1973, notre avenir sera tout électrique et tout nucléaire. Et ça, c'est intéressant parce que pendant la campagne présidentielle, certains bondissaient quand on disait planification écologique. Et justement, le nucléaire, c'est un bon exemple de planification. Ah, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc, on n'a jamais vu ça. Donc, pour en sortir, on pourrait aussi utiliser... Mais bien sûr. C'est aussi comme ça qu'il faut en sortir. Mais parce qu'on ne pourra pas en sortir brutalement. C'est pas possible. Si on veut être réaliste, on en sortira, mais il faut prendre la décision d'en sortir pour avoir une chance d'y arriver. Et on sait très bien qu'on ne peut pas en sortir tout de suite, qu'il faudra forcément mettre en place un système de remplacement du nucléaire et un système de mieux consommer. Et c'est possible. Les Allemands ont pris une décision politique, de Gerhard Schröder puis de Madame Merkel, qui a dit on arrête le nucléaire. D'ici 2022-2025, on a commencé par arrêter toutes les centrales. On a dit ok, nous avons de l'énergie en Allemagne, c'est le charbon, c'est pas beau, c'est pas bien, ça sent mauvais et ça pollue, très bien. Eh bien, on va diminuer le charbon quand même, et l'Allemagne n'a pas rouvert une seule centrale au charbon depuis qu'elle quitte le nucléaire. Si quelqu'un peut me démontrer qu'il y a une seule centrale au charbon qui a ouvert en Allemagne, je pars tout de suite. Pas possible. Et l'Allemagne a mis en place une politique d'économie d'énergie. Et après, de renouvelables à haute dose. En l'espace de 5 ans, les Allemands sont passés à quasiment 32% d'énergie renouvelable. La France stagne à un peu moins de 17%, tout en sachant qu'il y a déjà 10% de l'hydraulique des années 60. Eh oui, eh oui. Il ne faut pas oublier que l'hydraulique est du renouvelable et qu'on avait déjà un petit trésor de 10% quand on était petit. Ça excuse beaucoup de choses. Et puis les Allemands, je ne vais pas les prendre en exemple, mais ils sont pragmatiques. Au début, l'EPR s'appelait Réacteur européen pressurisé, donc European Pressurized Reactor, parce que c'était un consortium entre Areva et Siemens Allemagne. Quand Madame Schröder a dit on quitte le nucléaire, Siemens n'était pas content. Mais comme ils sont pragmatiques, ils ont dit bon, ok, on va quitter aussi. Donc ils sont sortis d'Areva. C'est pour ça que l'EPR s'appelle maintenant réacteur à eau pressurisée évolutionnaire, Evolutionary Pressurized Reactor. Et puis Siemens, parce que c'est quand même des marchands, eh ben en 6 ans, ils sont devenus les leaders mondiaux pour les turbines d'éoliennes. C'est aussi simple que ça. Donc oui, les renouvelables génèrent une économie absolument phénoménale. Tandis que s'arrêter sur un nucléaire comme on l'a en France, ça ne génère que des emmerdements. Pardon pour le terme. Et puis, quand on nous rebat les oreilles en disant que le nucléaire, ça nous permet d'avoir l'électricité la moins chère d'Europe, ce qui est vrai, on a aussi la compagnie électrique la plus endettée d'Europe.
Alors faites le bilan, d'où est-ce que ça sort?